Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. 29 mars 1947, 29 mars 2022. Il y a 75 ans aujourd'hui qu'avait débuté la lutte pour l'indépendance de Madagascar. Le sang versé par nos martyrs ne l'a pas été en vain, car comme à chaque année, une commémoration sous la conduite du président de la République a lieu au mausolée de Varachambuitsen. Les détails avec Sa Sylvain et Nzara Njiansu. Le dépôt de gerbes au nom des 25 millions de Malagasy à la mémoire des anciens combattants qui ont libéré Madagascar de l'hégémonie des colonisateurs le samedi 29 mars 1947. 5 de ces héros qui avaient été fusillés sont enterrés ici au mausolée, l'endroit érigé pour les Malagasy morts pour leur patrie. Des anciens combattants étaient présents lors de cette cérémonie. Leur patriotisme a été récompensé. Le 29 mars est une date importante dans l'histoire nationale, inoubliable, dont la commémoration a été transmise aux générations qui se sont succédées. La preuve, des jeunes et des enfants ont pris part à cette commémoration. Le mausolée, au sein duquel 13 patriotes sont enterrés, a été ouvert au public après la cérémonie de ce jour. Le patriotisme ne sera ni à échanger contre de l'argent, ni à se laisser vaincre par l'égoïsme. C'est ce qu'a déclaré le président de la République Andry Rajoelina à Manakar. Manakar a été choisi cette fois car cette ville était l'un des points de départ de la lutte de libération où des milliers de militants sont morts pour le pays. La commémoration a eu lieu sur les tombes des héros à Ambalakararai. Judicaël Ranjanirin, Andra Zanjaibe. Manakar est entré dans l'histoire aujourd'hui. Des jeunes ont reconstitué l'histoire à travers une représentation théâtrale depuis le moment où les militants ont attaqué les colons dans la nuit du 29 mars 1947 dans de nombreux quartiers environnants jusqu'aux manœuvres de ces colons qui ont abouti à la mort de ces combattants. Zit Barthélemy a été l'un des témoins de cet événement. Il avait 11 ans lorsque les émeutes de 1947 ont éclaté. Encore enfant mais aidant à préparer et à livrer de la nourriture aux manifestants, il se souvient de ce qui s'est passé comme si c'était hier. Son père et son oncle sont enterrés dans la tombe des héros. Ils se recueillent ici de temps en temps. L'armée malagasy, formée par les soldats tirailleurs et les rois de Manakar, était veillante au combat. 5000 hommes ont été tués en une journée. Ils étaient venus les mains vides et ont été accueillis avec des armes. Manakar a connu le jour le plus sombre de son histoire. Leur bravoure est aujourd'hui commémorée devant la tombe qui contient leurs ossements. Le message fort du président de la République est de mettre le patriotisme avant tout pour qu'il ne soit pas vaincu par l'égoïsme. Il a également appelé les Malagasy à s'unir pour reconstruire le pays, car la lutte continue aujourd'hui. Madagascar se bat pour le développement et pour un avenir meilleur pour son peuple. Et puis le Premier ministre Tsai Christian, accompagné du ministre de la Sécurité publique et du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, était venu déposer des gerbes à Muramang ce matin pour commémorer le 29 mars. Les détails. Les efforts déployés par nos aînés devraient être poursuivis pour que le thème « Iltvert Matiawampun Fanavutanafirenin » soit effectif, a souligné le Premier ministre Tsai Christian à Muramang ce jour.
Il a également indiqué que l'économie et le social de la région d'Alochamangour seront améliorés pour assurer le développement de Madagascar. Le Premier ministre Tsai Christian a effectué une descente sur place ce matin pour présider la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la lutte pour l'indépendance de Madagascar, en présence du ministre de la Sécurité publique et du secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale. Après avoir déposé une gerbe sur la tombe des héros à Apanifan, les hauts responsables de l'État ont déposé une gerbe au monument du 29 mars 1947 qui se trouve au centre-ville. Toujours dans ce contexte, 750 anciens combattants de 1947 sont encore vivants actuellement. Selon les derniers recensements, selon leur récit, ils étaient impuissants à l'époque face à l'armement des colons. Sai Sylvain Nzaranjiansu. Selon une enquête qui date de 2004, les Malagasy tués pour la libération de Madagascar entre 1947 et 1948 étaient au nombre de 200 000. Mais le 29 mars 1947 a fait le plus de victimes. Selon Razana Jakut André, qui avait 16 ans à l'époque et qui était espion et cuisinier des combattants, ce qui était arrivé la nuit du 29 mars était inattendu. Les colons n'ont épargné personne. Ils avaient éliminé tous ceux qui étaient sur leur chemin. Ils étaient même allés à Manzakanjin. Ces anciens combattants ont perdu un bon nombre de leurs proches. Cela avait été une terrible journée, ont-ils déclaré. Ils étaient au nombre de 5687 en 1978. Aujourd'hui, seulement 750 vivent encore dans 48 districts. Le plus jeune a 83 ans et le plus âgé a 122 ans. Ce dernier vit à Nousbéanal. Ils perçoivent une pension tous les 3 mois. La revendication des îles éparses figure parmi les points essentiels dans le cadre de l'indépendance de Madagascar, d'après les historiens qui ont commémoré l'insurrection de 1947 ce jour. Une lutte pour les générations futures face à l'injustice, l'exploitation des ressources humaines démesurées exercée par le colonisateur qui est la France. Reportage de Fitimir Koufen et de Sej Anjanab. Plus de 15 000 militaires malagasy sont combattus aux côtés de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, à l'instar des ressortissants des autres colonies françaises. La France avait promis de libérer ces colonies suite à ses soutiens. Pendant ce temps-là, à Madagascar, la colonisation s'intensifiait. Les Malagasy, particulièrement les cultivateurs, travaillent pour les intérêts des Français. Les colonisateurs exploitent nos ressources humaines comme matériel. Les Malagasy ont commencé à se révolter. C'est là que les partis et associations comme le MDRM, puis les Jina et Panama ont vu le jour, dans l'objectif de revendiquer l'indépendance de Madagascar. Un an après la Deuxième Guerre, les Malagasy ont commencé à manifester, une lutte qui a été sous-estimée par les Français. La France qui subissait à cette époque les impacts économiques de la guerre et exploitait ses colonies en Afrique. En 1947, la manifestation s'était intensifiée pour aboutir à l'insurrection. Dans la nuit du 29 mars 1947, les Malagasy ont attaqué la caserne militaire française de Muramang pour s'emparer des armes afin d'entamer la guerre face à la colonisation française. La Deuxième Guerre mondiale a fait prendre conscience les Malagasy sur l'injustice qu'ils subissent. La manifestation n'a pris fin qu'en 1948. 13 ans après, Madagascar était finalement indépendante. Mais cette lutte pour l'indépendance se poursuit encore aujourd'hui, notamment à travers la revendication des îles éparses qui appartiennent aux Malagasy. Comme la reine Ranaval III l'a si bien dit, « Je ne laisserai pas les Français nous prendre ne serait qu'une part des propriétés malagasy ». Nous sommes actuellement en pleine démarche pour revendiquer les îles éparses à la France pour une totale indépendance du pays. Et cela fait exactement 1 an que les obsèques de l'ancien président, l'amiral Didier Ratsiraka, a eu lieu au mausolée. Sa famille et ses alliés politiques y ont déposé des gerbes ce jour. Sai Sylvain Nzaranjiansu. Héros national, l'ancien président, l'amiral Didier Ratsiraka, est enterré dans la tombe des héros il y a 1 an jour pour jour. Il était le 13e à y être enterré. Avant cela, la tombe a été ouverte pour la dernière fois en 1986.
Le 28 mars 2021, l'amiral Didier Ratsirek est décédé d'un arrêt cardiaque. Pour rappel, il a été admis à l'hôpital militaire de Soav-Nanjing pour cause de grippe et a été testé négatif au Covid-19. Il a été soigné pendant 4 jours. On lui a proposé une évacuation à l'extérieur, mais il a refusé. Il est inscrit dans l'histoire de Madagascar. Il a entre autres enlevé l'ombre du colonialisme dans notre pays lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Ramanujan en 1972 en annulant les accords de coopération avec la France. L'amiral Didier Ratsirek a été président de la République à 2 reprises, de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002. Il a toujours prôné le patriotisme. Il a construit en 1975 le mausolée, qui est aussi sa dernière demeure. Un culte en son honneur a eu lieu cet après-midi à la chapelle militaire d'Impaïbé, suivi d'un dépôt de gerbes par la famille et les membres du parti Arema. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. En plus d'un mois de guerre en Ukraine, la ville de Marioupol a été bombardée sans relâche par l'armée russe. Les survivants ont fui la ville et racontent l'enfer qu'ils ont vécu, notamment lors du bombardement du Grand Théâtre. Le 16 mars dernier, plus de 100 000 civils seraient encore bloqués à Marioupol, alors que les autorités russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement de saboter la mise en place de couloirs d'évacuation. France 24. Par la fenêtre, Vika Pavlenko contemple le ciel de Zaporizhia. C'est ici qu'elle a trouvé refuge, à environ 300 km de l'enfer de Marioupol. Un chemin semé d'embûches. Il y avait du verre, des fils électriques à terre, des voitures incendiées, des corps calcinés. Nous avons été arrêtés au poste de contrôle et nous avons entendu des bombardements. Comme Vika, ces rescapés viennent d'arriver à Zaporizhia, dans ce supermarché transformé en centre d'accueil. De nombreux déplacés ici ont vu la mort de près, à l'image de ces femmes qui étaient abritées avec des centaines de civils dans le théâtre de Marioupol lorsque celui-ci a été bombardé le 16 mars dernier. Plus de 300 personnes ont perdu la vie dans les décombres. La panique, la destruction, les débris, les blessés, les morts, les pleurs, du sang, des gémissements, de la poussière partout. Pendant l'effondrement, il y avait un nuage blanc de poussière. On ne voyait rien, c'était horrible. Plus de 100 000 civils seraient encore bloqués à Marioupol, sans accès à l'eau ni à l'électricité. Bombardée sans relâche, cette cité portuaire stratégique est au bord de la catastrophe humanitaire. Les autorités russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement d'empêcher la mise en place de couloirs d'évacuation. D'après le président Volodymyr Zelensky, l'armée russe serait coupable de bombardements sur les convois humanitaires. Et puis, les délégations russes et ukrainiennes ont entamé leurs négociations à Istanbul mardi matin après avoir été accueillis par le président turc qui les extorquait à mettre un terme à la tragédie que constitue l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou. C'est la première fois que les délégations des 2 pays se retrouvent en présence après plusieurs rounds de pourparlers en visioconférence. France 24. Palais diplomatique devant le palais de Dolmabach. Ukrainiens et Russes se rencontrent pour une nouvelle série de pourparlers. La dernière, c'était le 10 mars dernier, et elle n'avait rien donné. Au 34e jour de guerre, le président turc compte bien jouer les médiateurs. Parvenir à un cessez-le-feu et à la paix le plus tôt possible est dans l'intérêt de tous. Les progrès que vous ferez dans les négociations rendront également possible la prochaine étape, une rencontre entre dirigeants. Nous sommes également prêts à accueillir une telle réunion. Une rencontre au sommet entre les 2 présidents russes et ukrainiens. Volodymyr Zelensky l'appelle de ses vœux. Mais Moscou, sans opposer une fin de non-recevoir définitive, repousse l'échéance.
Vladimir Poutine a dit qu'il ne refuserait jamais une rencontre avec le président Zelensky. Le conflit à l'intérieur de l'Ukraine couve depuis si longtemps. Depuis des années, beaucoup de problèmes se sont accumulés. Donc, se rencontrer et se dire « Qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense que ce serait juste contre-productif. » Moscou pose aussi plusieurs conditions à cette rencontre. La démilitarisation et la neutralité de l'Ukraine, ce qu'elle qualifie de dénazification du pays, ainsi que la reconnaissance par Kiev de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, ou encore l'indépendance des républiques pro-russes du Donbass. Quelques heures avant, côté ukrainien, Volodymyr Zelensky s'était dit prêt à des compromis, et pas des moindres. Je comprends qu'il est impossible de forcer complètement la Russie à quitter le territoire ukrainien. Cela conduirait à la Troisième Guerre mondiale. Je le comprends et c'est pourquoi je parle d'un compromis. Retournez là où tout a commencé et ensuite nous essaierons de résoudre le problème du Donbass. La question compliquée du Donbass. L'Ukraine se dit aussi prête à un compromis sur la question de sa non-adhésion à l'OTAN, mais exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. Et pour terminer, le Sénégal reçoit l'Égypte pour le match retour des barrages africains du Mondial 2022 ce jour. À sa disposition, le flambant neuf Stade Abdoulaye Wade, enceinte ultramoderne qui revendique le titre de plus beau stade d'Afrique. France 24. Pas moins de 50 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'inauguration de ce stade qui va porter le nom de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Une inauguration en grande pompe présidée par le président Macky Sall avec la présence de plusieurs chefs d'État, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais également des présidents africains comme Paul Kagame ou encore George Weah. Il faut également noter la présence du président de la FIFA et du président de la Confédération africaine de football. Ce stade d'une capacité de 50 000 places a été construit en 2 ans, d'un coût avoisinant les 150 milliards de francs CFA. Une infrastructure sportive qui ravit les Sénégalais, toujours dans l'euphorie de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de les écouter. Bon, mais magnifique, magnifique, honnêtement parlé. Nous n'avons jamais eu un stade comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour toute l'Afrique de manière générale. Ça va nous ouvrir de grandes portes pour l'organisation de grands événements, parce que ça vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. En Afrique, un stade, un joyeux de ce type-là, je pense qu'on n'en voit pas. Le stade va accueillir son premier gros événement dans un mois, le 29 mars. Le Sénégal va accueillir l'Égypte pour le match retour des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Une revanche de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.